Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre du Club de lecture de Repentigny. Je reçois aujourd'hui deux auteurs qui ont publié un livre en commun qui a pour titre « Les racistes n'ont jamais vu la mer », Rodney Saint-Éloi et Yara El-Gadban. Merci d'être là, merci à vous d'être là. Merci de nous avoir à la invités. bibliothèque Robert-Lucier de Repentigny pour parler de ce livre qui est en fait notre livre du mois au Club de lecture. On a choisi ce livre qui est un livre coup de cœur pour nous et on a appris tout récemment que le livre était en lice pour le prix des libraires du Québec dans la catégorie essai. Bravo! Merci. Merci. Et on va connaître le résultat en mai, donc suspense jusque-là. J'espère que ça ne vous rend pas trop nerveux. Non, on est excités, au contraire. Le livre, vraiment, a une très, très belle réception. On va revenir au livre, mais j'aimerais d'abord, peut-être, si vous êtes d'accord, qu'on fasse un peu votre parcours respectif. Je commencerai avec toi, Rodney. Tu es d'abord poète. Tu as publié, une douzaine, une quinzaine de livres de poésie. Deux de tes recueils se sont retrouvés finalistes au prix du gouverneur général. Jacques Roche, je t'écris cette lettre et je suis la fille du baobab brûlé. Il y a eu aussi plusieurs essais et il y a des récits. Il y a un récit que je dois dire, j'ai eu le grand plaisir d'éditer chez Québec Amérique qui a pour titre « Quand il fait triste, Bertha chante ». C'est un récit que tu as écrit en hommage à ta mère. Et le livre vient de paraître en France, a reçu une très, très belle critique dans le journal Le Monde. Donc, ça va bien pour toi, Rodney? Oui, oui, ça va bien. C'est un livre Merci très beaucoup. touchant. C'est peut-être ton livre le plus intime. Est-ce que tu dirais cela? Oui, mais j'écris l'intimité. Je pense que c'est le livre qui sort avec ma mère, mais c'est le livre aussi qui parle beaucoup d'Haïti, comme tu le sais si bien. Je pense qu'on peut passer de l'intime au collectif sans problème. Et chez moi, dans ma poésie, dans mon roman et dans ce que j'appelle les essais-récits que j'écris, ça passe toujours de l'intime au collectif. Je pense que ces deux dimensions sont essentielles. Rodney, donc, tu parlais d'Haïti. Tu es né en Haïti en 1963. Tu es arrivé au Québec il y a une vingtaine d'années. Et là, tu as fondé ta maison d'édition, Mémoire d'Encrier. Tu as fondé cette maison en 2003. Tu la diriges toujours. Quelle idée avais-tu en tête quand tu as décidé de fonder cette maison? Et est-ce que l'objectif a changé au fil des ans? L'objectif n'a pas changé. L'idée que j'ai eue en tête, c'était d'être une présence racisée, c'était d'autres imaginaires, et amener d'autres imaginaires ici, en disant que la littérature nous amène des histoires qui nous dépassent. On est toujours plus grand quand on lit, quand on écrit. Et quand je suis arrivé ici, j'ai découvert que j'étais ce qu'on appelait une minorité visible, et je n'avais pas compris. J'ai dit, il fallait que j'amène ici la voix de Tida, la voix de Bertha, la voix de Kontita, et puis d'autres voix, des voix... Donc, la voix des femmes de ta famille, oui, dans un premier temps, mais aussi... Oui. C'est comme si je pensais qu'il fallait donner des cadeaux au Québec, de dire qu'on devient grand quand on peut aller vers d'autres altérités. C'est-à-dire que je définis la littérature comme l'altérité dans le sens où l'autre nous apprend ce qu'on n'est pas et l'autre nous grandit. C'est à travers le regard de l'autre, pas que j'existe, mais le regard de l'autre me prouve que j'existe. Donc, ce que j'écris prend sens quand j'arrive à une meilleure compréhension de l'autre. Et donc, la littérature fait grandir le vivant en nous. Donc, l'objectif n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est moi qui, entre-temps, deviens un pur Québécois. Mais en fait, aussi, c'est beaucoup une maison qui crée des ponts. Donc, il y a beaucoup d'écrivains haïtiens, mais il y a aussi des écrivains des Premières Nations. Il y a ce mélange de cultures, ce dialogue, je dirais, entre les cultures que tu favorises. Oui, parce que comme éditeur. j'appelle dans l'édition la totalité monde.
Et je pense qu'il faut que nous soyons ensemble. Nous sommes dans le même combat, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos couleurs. En fait, ce qui nous rassemble est toujours beaucoup plus fort. Et ce qui nous rassemble, c'est toujours l'horizon. On dit beaucoup, tout près l'horizon. Tout près l'horizon, c'est quand on peut traverser les visages, traverser les imaginaires, traverser les douleurs, traverser même ce qui est le plus difficile, les mémoires, et aller vers l'apaisement de nous-mêmes, aller vers une image de nous multipliée. Donc je pense que c'est ce que j'essaie de faire dans la littérature, dans mes écrits, c'est ce que j'essaie de faire à Mémoire d'un crier. C'est ce que j'essaie de faire aussi comme être humain, aller vers les autres littératures. C'est comme on va beaucoup vers les littératures moyen-orientales ou bien arabes, on va beaucoup vers la littérature caribéenne, vers la littérature africaine, parce qu'on sait que ce sont des humanités. Et ça nous rappelle que nous sommes des êtres humains et nous ne sommes pas seuls au monde. Et je pense que c'est une détresse de penser au Québec que nous sommes seuls. Nous ne sommes pas le centre. Nous faisons partie d'un centre qui est en lien avec d'autres centres. C'est pourquoi les résonances sont fondamentales pour moi. Oui, tout à fait. Yara, tu es éditrice chez Mémoire d'Encrier depuis quand? Là, ça fait officiellement depuis, je ne sais pas, 1 an, 2 ans. Mais je travaille avec, en fait, j'étais d'abord auteur chez Mémoire d'Encrier. Tu as commencé comme autrice. J'ai commencé comme autrice, oui, oui. Et puis, je faisais partie du comité de lecture depuis quand même 5-6 ans. Et puis, finalement, Rodney m'a invitée à travailler comme éditrice. Qu'est-ce que tu aimes dans ce travail? Ah, mais c'est justement ce que Rodney dit de l'altérité. On a la chance d'être constamment exposé à d'autres perspectives du monde, à d'autres voix, à des histoires, à partager en fait avec les gens leur monde intime, leur imaginaire. Je trouve que c'est un métier très gratifiant, c'est comme un don à chaque fois que je reçois un manuscrit, que je vois une autrice qui vient de terminer un poème et elle est excitée, elle m'envoie une photo de son manuscrit et elle me dit, là, le travail peut commencer. C'est tellement un plaisir, ça. Évidemment, ça me nourrit aussi moi-même comme autrice. J'apprends beaucoup en lisant, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on apprend à écrire, oui, en lisant d'abord. Et donc, j'ai la chance de lire des écrivains qui m'apprennent des choses constamment, que ce soit Dali Giroux avec l'essai L'œil du maître, mais j'apprends tellement de choses sur le Québec de sa perspective, que ce soit Gilles Bébaud, que ce soit... Et c'est comme si c'est une autre porte pour moi pour entrer dans le Québec. Pas seulement à travers les voix qui sont comme les miennes, qui sont venues d'ailleurs et tout, mais le Québec, ce qu'on dit, le Québec d'ici, le Québec profond, qui lui aussi vient vers moi à travers les livres. Donc, je trouve ça extraordinaire. Donc, tu es anthropologue. Oui. Tu as publié 3 romans chez Mémoire d'Encrier, donc L'ombre de l'Olivier en 2011, Le parfum de Nour en 2015 et Je suis Ariel Sharon, qui t'a valu le prix de la diversité en 2019 au Festival Métropolis Bleu. Tu es né en 1976 à Dubaï, d'une famille de Palestiniens réfugiés au Liban et en Syrie. Tu es arrivée au Québec adolescente. Oui, j'avais 13 ans, début de l'adolescence. Tu étais quelle sorte d'adolescente quand tu es débarquée au Québec? Oh, je ne sais pas. Je pense que c'est ma mère qui pourra répondre à ça. Non, mais je pense que j'étais j'ai été longtemps, en fait, un enfant. Je pense que j'ai essayé de prolonger le plus possible mon enfance. Mais je suis arrivée ici et je raconte toujours ce souvenir. C'est qu'on est arrivé, évidemment, j'étais dans le décalage horaire, donc je me suis levée très tôt. Je suis allée me promener dans le quartier. J'étais complètement désorientée. C'est à Montréal, donc? À Montréal, dans le quartier d'Arantic. Et j'ai trouvé un parc et je suis allée sur la balançoire. Et je me suis balancée pendant 1 heure en essayant de toucher les feuilles d'érable. Et finalement, je me suis dit, ah, j'aime bien ce pays, ça va être mon pays. Puis voilà, ça c'est le genre d'adolescente que j'étais. J'ai décidé le premier jour que ça va être chez moi ici, que c'est fini l'errance pour moi. Et depuis, c'est ça. Et évidemment,
j'ai appris le français, je ne parlais pas le français. Je suis tombée amoureuse de cette langue, littéralement et littérairement. Oui, donc tu écris en français. J'écris en français, oui, oui, voilà. Et donc, parlons de ce livre, Les racistes n'ont jamais vu la mer. D'abord, comment c'est né? Pourquoi? Dans quel contexte? Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ce livre? Mais Yara et moi, depuis ces 10 dernières années, nous sommes en réflexion sur le Québec, sur notre présence ici, sur la relation du Québec à l'autre. Et il se trouve que tous les jours, on se parle, on dit du Québec, voilà, on répond à un certain nombre de questions que posent publiquement les institutions du Québec. Et on voit la question identitaire, comment ici, comment les problèmes sont posés. Yara avait participé d'abord à un collectif sur la charte qui publié chez Mémoire en a crié. Donc, on était dans cette problématique de nous, les autres, nous, etc. Et puis on disait finalement, en fait, je me suis dit, bon Yara, pourquoi ne pas écrire quelque chose pour dire ensemble notre point de vue sur le racisme? Mais ce que j'ai dit à Yara aussi, j'ai dit à Yara dans ce livre, en fait, ce que j'aimerais qu'on fasse un livre sur le racisme, d'abord qu'il soit le meilleur livre. OK? Rien de moins. Rien de moins. C'est vrai, pourquoi ça va être le meilleur livre? Parce qu'on ne va pas parler seulement du racisme. Et deuxièmement, on ne va pas créer un entre-soi. Parce que c'est très facile de parler de racisme en adoptant une posture raciste, c'est-à-dire qui exclut l'autre. Comme les gens qui ont vécu le mépris et l'exclusion, s'ils ne savent que le mépris et l'exclusion, en réagissant, ils ne peuvent que reproduire ce qu'ils savent, c'est-à-dire le mépris et l'exclusion. Et c'est souvent le piège quand on parle de racisme, ou bien quand on parle de la colère, c'est que quand on parle de la colère, ça peut être une réaction colérique à la colère. Ça devient colère plus colère. Donc, par rapport au racisme, nous voulons répondre, mais nous ne voulons pas répondre par le racisme. Nous voulons répondre par ce qu'on appelle le vivre ensemble, en essayant de pacifier les mémoires, en disant un certain nombre de vérités, et en disant aussi que dans ce livre, on ne va pas simplement parler de racisme, parce que ce qui est révolutionnaire, c'est, on parlait de la géographie du bonheur de Véronique, c'est la géographie de Véronique Marcotte. C'est si, en tant qu'humains, Yara et moi, nous pouvons poser la question de la géographie du bonheur. Qu'est-ce qu'on a cherché le bonheur en Haïti? On a trouvé le racisme à Dubaï, un petit peu partout, etc., pour voir que, en fait, qu'il y a d'autres humanités que nous, dans nos petitesses. Et c'est ça qu'on a essayé de faire en parlant de l'amitié, en parlant de nos pays, en parlant, je pense que, en allant vers des zones profondes. Et c'est pourquoi le titre, en allant vers la mer, en allant vers l'horizon, en allant vers tout ce qui est plus grand que nous. Et en allant, mais très librement, parce que nous aussi, nous pouvons être racistes, si nous le voulons. Mais c'est mieux de vivre, c'est mieux pour une société de garder, de vivre loin du racisme. Alors, et puis nous, ce qu'on dit aussi, pourquoi le livre est le meilleur livre, pour terminer. Et Yara aime beaucoup quand je dis c'est le meilleur livre qui existe sur le racisme, parce que ce n'est pas un livre qui va culpabiliser l'autre, le blanc, pour dire que nous, parce que nous sommes noirs, nous avons raison, et vous, parce que vous êtes blanc, vous avez tort. Parce que nous évacuons la race. Quand je regarde Danielle Lorrain, je ne vois pas une femme blanche. Je vois une éditrice, je vois une autrice, je vois une femme, une mère, je vois une amie, et je suis en altérité avec Danielle Lorrain. Est-ce que vous voyez donc, il n'y a pas de race pour moi. Donc, si on peut écrire un livre sur le racisme, qui en même temps prend une posture
socialisé. Et je me dis, c'était le pari à faire. Et c'est ce que Yara et moi, nous avons tenté de faire. Donc, ouvrir des portes, créer des ponts, en fait. C'était ça au départ, votre objectif. Oui, je pense qu'on voulait ouvrir la conversation, c'est-à-dire que Rodney parle de pacifier. Il y a tellement d'angoisse et de peur qui est associée à cette conversation-là. Les gens ont peur de parler de racisme, ils ont peur de se sentir mal, ils ont peur de dire la mauvaise chose, ils ont peur de leur propre peur. Et on voulait avoir une conversation apaisée. Et pour avoir une conversation apaisée, on s'est dit dès le départ, il ne faut pas qu'on soit complaisant avec nous-mêmes. Si on ne veut pas que le lecteur soit complaisant avec lui ou elle-même, il faut que nous, on dise la vérité et toute la vérité. Et ça veut dire nos propres failles, nos propres vulnérabilités, nos propres biais, nos propres préjugés. Et donc, on a commencé, j'ai dit à Rodney, mais commençons par le commencement, commençons par la première fois que, et toi et moi, on a pris conscience qu'il y a quelque chose qui s'appelle le racisme. Les deux, c'était à l'école. Hein? Oui, et puis c'est souvent ça, en fait. Même ici, maintenant, je suis sûre que c'est souvent. Parce que l'école, c'est l'un des premiers endroits où on sort de la cellule familiale, où on est exposé à la société. Ce n'est pas étonnant. Mais ce n'était pas ici au Québec non plus, c'était ailleurs. Et ça, c'est ça, tu racontes, donc c'était à Dubaï, tu es à la petite école. Il y a un garçon dans la classe que la professeure traite mal, puis tu ne sais pas encore que c'est du racisme, en fait. Non, parce qu'en en fait, c'est pas comme si on est avec une conscience. Au contraire, les enfants, au départ, en fait, c'est la société qui inculque chez les enfants. Ils voient la différence. Ce n'est pas qu'ils ne voient pas qu'il n'y a pas de différence, mais c'est la société qui inculque chez l'enfant que cette différence-là est mauvaise ou bonne ou qui donne un jugement de valeur. Alors que ce qu'il voit, c'est comme les fleurs. Il n'y a pas une fleur qui est meilleure qu'une autre parce qu'une est rouge puis l'autre est jaune. Vous voyez? Et donc, on a voulu commencer par ça. On a fait le pari que, oui, on va dire des choses difficiles par rapport au Québec, par rapport à ce qu'on a vécu, mais on va avoir l'honnêteté aussi de dire, voilà ce que nous, on a vécu ailleurs, voilà les erreurs que nous-mêmes on a fait, voilà nos tâches aveugles à nous. Et je pense que ça a été un exercice où même nous-mêmes, on s'est découvert l'un l'autre. Alors qu'on se connaît. Vous avez écrit, en fait, des lettres, c'est ça? Vous avez écrit chacun votre tour. Comment vous avez fait? Ah, mais ça, en fait, ce qu'on a fait, c'est très simple. C'est grâce à la... En fait, on n'avait pas de plan, rien. On n'a pas commencé comme ça. On a simplement ouvert un document partagé. Et puis, chacun de son côté écrivait ce qui lui sortait du ventre. Et puis moi, ce que je faisais souvent, c'est que Rodney m'écrivait, me dit, j'ai écrit quelque chose dans le document, que je lisais, et puis là, ça alimentait, ça venait provoquer à moi quelque chose, et puis là, donc je reprenais le fil, puis je racontais de mon côté, et puis lui prenait un autre mot ou quelque chose dans le texte, et puis on est allé très librement. On ne s'est pas donné ni des thématiques, ni des... On a vraiment raconté ce qu'on avait envie. C'est pas théorique, en fait. Non, on voulait justement éviter ça. Je suis anthropologue. Les théoristes de la race, je les connais par cœur. J'avais vraiment pas envie de reprendre ce que d'autres théoriciens ont fait, et beaucoup plus intelligemment peut-être. Vous voyez, avec beaucoup plus... Je pense que nous avions une soif de simplement parler, mais vraiment comme entre amis, entre compatriotes, entre voisins, aux Québécois, qui sont nos amis, nos voisins, nos collègues, tout ça, et parler de l'expérience humaine, tout simplement. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on vit beaucoup le racisme. Avant qu'il soit théorisé, on le vit comme une expérience humaine difficile. Souvent, même quand ce n'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre, ça nous marque quand on voit quelqu'un d'autre qui est méprisé parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qu'on aurait pu. Et donc, on voulait rester dans cette dimension humaine-là. Évidemment, l'autre dimension, parce qu'on est des écrivains, c'est la dimension littéraire. Bien sûr. Donc, nous, on a des armes qui nous aident à vivre ici et à vivre dans le monde face à la violence du monde en général, et puis qui sont justement la lecture. La littérature, l'écriture. Il y a une très grande place à la littérature dans le livre, d'ailleurs.
Je pense qu'il y a au moins une vingtaine d'auteurs, si c'est pas plus, que vous citez, sans que ce soit plaqué. Ça coule, ça va de soi, on dirait, dans votre plume, là. Oui, Il y a plein de c'est drôle parce références que... à toutes sortes d'auteurs différents qui viennent de partout. Tout Je à veux dire, fait. juste ça, c'est très, très riche. Et c'est drôle parce que souvent, c'est le reflet des lectures qu'on faisait en écrivant le livre. Parce qu'on lisait tous les deux à l'époque le roman Betty, puis on était complètement comme amoureux de ce roman de Tiffany McDaniel. Et donc, on ne s'est pas retenu. On en a parlé. Tu sais, voilà, c'est comme un cadeau que l'on donne. Et voilà les livres qui nous excitent. Tu sais, si vous voulez, si ça vous tente, mais ne les prenez pas comme on prend vos légumes là. Tu sais, prenez-les, ça nous aide, nous, à vivre, donc peut-être que ça va vous aider. Oui, tout à fait. C'est réjouissant. Donc, il y a ce côté réjouissant où la littérature aussi, toi, tu dis même, à un moment donné, les livres peuvent nous sauver. Oui, je suis convaincue, 100%. Moi, les livres m'ont sauvée, littéralement. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce aux livres. C'est concret et vrai. Dans quel sens? Éprouvé. Mais je suis ici parce que j'écris. Je suis avec vous parce que j'écris. Je suis à Repentigny parce que j'écris, parce que je lis, parce que j'ai découvert tout un univers. Et puis, ça m'a donné des mots pour dire mes expériences, pour déployer mon imaginaire. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas ça. J'avais eu une question comme ça une fois dans un questionnaire. Si vous écriviez pas, vous seriez. Ouais. Et puis la personne attendait un métier. Puis là, j'ai dit, je serais une personne très désagréable. Ouais. C'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment oui. fondamental, en fait. Hein? Tous les deux, vous racontez donc des expériences de racisme que vous avez vécues avant d'arriver au Québec. Toi-même, en Haïti, tu racontes qu'il y avait du racisme selon la hiérarchie du plus pâle au plus foncé, que tu as découvert ça même tout jeune. Oui, c'est en Haïti que j'ai découvert l'exclusion, le mépris, le racisme. Et c'est très dur, c'est vraiment très, 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 très dur. C'est un sous-racisme, c'est un qui s'exprime sous la forme d'un colorisme. Donc, c'est pourquoi en Haïti, les gens, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le blanchiment de la peau. Les gens veulent, en fait, les gens, il y a une détestation aussi de soi, donc qui est un racisme assez puissant, parce que quand on arrive quand on se déteste, on va profondément détester l'autre. Rien que pour se protéger, parce qu'on se déteste profondément. Et si on arrive à s'aimer, si on arrive à entrer en lien avec soi-même, donc on peut mieux regarder l'autre. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup ce que tu disais tantôt, Daniel, en parlant de cette bibliothèque qu'il y a dans ce livre, toute une bibliothèque qui est une bibliothèque de survie. Parce que si Yara et moi, nous sommes arrivés à survivre, c'est parce que nous nous sommes faufilés dans les labyrinthes du monde et nous avons compris que être noir ou être arabe veut dire simplement que nous sommes des êtres humains, ni plus grands ni plus petits que les autres. Ça, quand on a ça comme vérité, on n'a plus peur de l'autre. On n'a plus peur de l'autre, donc on peut interagir. Et c'est ça, dans ce livre-là, il y a un chapitre que j'écris qui s'appelle « Raconter, raconter ». Parce que quand on raconte, on s'est rencontrés en Haïti, Daniel, et que quand... Oui, c'était en quelle année? Ça fait longtemps. Tu étais là aussi? C'était en 2013, c'était pour le 10e anniversaire de Mémoire d'Encrier, on était en Haïti. Et on était en Haïti, on avait du respect pour Haïti, parce que dans notre imaginaire, il y avait un certain nombre d'auteurs comme Marie Chauvier-Chauvet, comme Jacques Roumain, comme Jacques-Stéphane Alexis. Donc, et il y avait un désir du pays à travers l'imaginaire. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est ramener aussi et le vécu et l'imaginaire. On les a mis sur le même plan. Et ça crée une conversation dynamique parce qu'on peut facilement changer la perspective. Quand je dis changer la perspective, moi j'ai appris le Québec par la littérature.
Ce n'est pas par la géographie que j'ai appris le Québec. Donc c'est pourquoi le Québec m'est venu toujours beau. C'est le Québec de Marie-Claire Blais, c'est le Québec de Ducharme, c'est le Québec de Geneviève Amiot. Donc le Québec m'est venu comme un poème. Donc, et c'est ça qu'on a essayé de faire. Et j'aime beaucoup l'idée de créer un livre qui soit une conversation. Pas une conversation. Parce que d'habitude, on se parle entre soi. Je peux passer ma vie à parler à Yara et puis je pense que je vais faire la révolution. Non, la révolution va se faire quand les gens de Repentigny peuvent lire un livre sur le racisme et ils ne se sentent pas, ils se sentent concernés, ils ne se sentent pas accusés. Oui. Ils disent, ah, je fais partie de cette conversation. Et c'était là, j'ai dit à Yara, on va faire un livre pour que eux, ils fassent partie de la conversation. Parce que quand Gaudin écrit sur un grand mur au métro de Montréal, et 7 heures du matin, 5 heures du matin, les immigrants, etc., c'est grâce à eux que le cœur de la ville bat. Quand je vois ça, j'ai dit, OK, ils parlent de moi. Et pourquoi moi, je ne peux pas parler? Est-ce que vous voyez donc? Et c'est ça qu'on inverse aussi. Et dans ce livre, ce que je pense qui est important, on parle d'Haïti, on parle de Dubaï, de la Palestine, mais je pense qu'en relisant ce livre, je nous sens, Yara et moi, profondément ancrés dans un Québec très profond. Alors, je trouve ça intéressant parce qu'à un moment donné, tu dis, le racisme, j'arrive pas à le définir, je trouve pas de mots pour en parler. Est-ce qu'à la lumière de l'écriture de ce livre-là, tu vas trouver ta propre définition du racisme? Il n'y a pas de... J'aimerais pas définir le racisme. J'aimerais plutôt, en fait, mettre hors de ma portée le racisme. J'aimerais voir la mer. C'est pourquoi, en fait, le racisme, c'est une prison, alors que la mer, c'est un horizon. En Haïti, on dit des mon, c'est-à-dire après la colline, il y a une autre colline. Après la montagne, une autre montagne, et puis finalement, tu arrives vers le ciel. C'est-à-dire que si on veut vivre les expériences du monde, si on veut toucher à la beauté du monde, il faut qu'on soit humble. Et le mot humilité est important. Et si on veut arriver à une grande beauté, une grande compréhension de l'autre et un vivre ensemble, il nous faut déracialiser. Donc le racisme, c'est une erreur de la pensée humaine. C'est une véritable erreur. Et il nous faut rectifier, il nous faut corriger. Et rectifier et corriger, ça veut dire nous avons mal pensé, nous avons mal fait. Nous avons... Ça veut dire fouiller l'histoire aussi, Oui. ce que vous faites dans le livre. Vous revenez aux sources en fait, de l'esclavage, d'où ça vient, comment se fait-il qu'on en est arrivé là, en fait. Parce que j'aime beaucoup ce que tu dis là, Daniel, parce que si on dit, mais le monde arabe, c'est une civilisation, l'Afrique, c'est une civilisation, mais et que les Caraïbes, quand on prend les autochtones, c'est une grande civilisation. On les appelle d'abord les Premières Nations. Quand on prend, en fait, on prend le monde, et puis on dit, qu'est-ce qu'on m'a raconté et qu'est-ce qu'on ne m'a pas raconté. Et nos vies dépendent de ce qu'on nous a raconté. Et c'est pourquoi raconter, c'est fondamental. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on nous a raconté sur l'autre? Qu'est-ce qu'on nous raconte sur la Chine? Et qu'est-ce qu'on ne nous a pas raconté? Et on s'est retrouvé complètement en manque d'histoire, donc en manque d'imagination. Et puis c'est dommage, parce que les gens racistes sont malheureux, parce qu'ils n'ont jamais vu la mer. Parce que s'ils avaient vu la mer, ils auraient compris que, ah mais les autres existent, ah, vous voyez, le monde est plus grand que je ne le crois. Et c'est ça, et la preuve, c'est les enfants qui nous donnent l'exemple. Mettez 15 enfants qui soient de la Palestine, d'Haïti, d'Afrique du Sud, de l'Angleterre, de Norvège. Et puis, ils sont comme des oiseaux. Ils sont frères, ils sont sœurs, ils sont ensemble dans l'amitié. Et c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'on a essayé de faire aussi, est-ce qu'on peut appeler ce qu'on peut appeler les grandes valeurs de nos humanités, faire ressortir ça. Puisque le racisme,
ce serait pour moi une perversion de nos humanités. Donc faire remonter nos humanités et faire rentrer tout le monde, je veux dire tout le monde, quelle que soit la couleur, quel que soit ce que cette personne pense, rentrer cette personne dans le cercle de l'humanité. Et c'est ça, pour moi, ce livre. Ne pas laisser de côté une femme, un homme, parce que cette femme est voilée, parce que cet homme est rouge, jaune ou blanc. Donc c'est ça qui est dans ce livre. C'est-à-dire, c'est un livre peut-être, on est peut-être des rêveurs, mais pourquoi pas? Oui, c'est un livre qui est plein d'espoir, en tout cas, je dirais. Yara, bon, toi, il y avait le mot raciste, tu disais, j'arrive pas à le définir. Toi, il y a un mot qui te pose problème, c'est diversité. Oui, oui. Oui, effectivement, parce que c'est un mot qui me poursuit partout. D'ailleurs, tu fais partie d'un organisme qui prône la diversité. Oui, oui, oui. En fait, je pense que la diversité, c'est simplement une autre façon de dire altérité. Mais effectivement, il y a la diversité telle qu'on la vit dans la vraie vie, c'est-à-dire que nous sommes, que ce soit les animaux, les oiseaux, les humains, la flore. En fait, on vit dans un monde qui ne peut qu'exister que s'il y a diversité, s'il y a une différence, s'il y a altérité. Mais il y a aussi les usages qu'on en fait. Et donc, je disais que justement, j'ai une relation amour-haine parce que je ne veux pas non plus que ça devienne une espèce d'étiquette qui m'emprisonne. Tu vois, tout comme le racine peut emprisonner, mais justement, il y a certaines cases qu'on peut créer qui prétendent être des cases inclusives, mais qui aussi excluent. Et la question que je pose là-dedans, pourquoi est-ce qu'on tient tellement à nommer, à dire, voilà, ça c'est un auteur de la diversité, et puis on va lui donner un prix parce que c'est un auteur de la diversité. Oui, d'ailleurs, tu n'as pas aimé ça, d'avoir un prix de la diversité, finalement, pour ton roman. Oui, je suis très reconnaissante, en fait, parce que c'est une reconnaissance de mes pairs, tu vois, et c'est intéressant parce que Elle a changé le nom. En fait, ils m'ont demandé après, ils ont été super, ils m'ont demandé après mon opinion sur et je pense qu'ils ont fait une consultation, et j'ai dit, il faut changer le nom. Il ne faut plus que ça s'appelle le prix de la diversité. Mais c'est fini, là. Ça s'appelle le prix Nouvel Apport. Oh, et que je trouve que c'est très intéressant. Et donc, il y a de l'écoute. Je pense, les mots peuvent à la fois nous libérer, mais ils peuvent aussi nous piéger. Et ça, on le sait très bien comme auteur, tu vois, étant des artisans des mots. Et ce que j'essaye de dire dans le chapitre sur le mot diversité, c'est que attention, parce que tout en pensant que vous êtes ouvert en disant diversité, parfois, c'est encore une autre catégorie dans laquelle vous placez les gens, et ça peut devenir un carcan qui nous emprisonne. Et donc, j'essaye de dire, bon, il y a un jour où, justement, si on dit diversité, c'est parce qu'il y a un problème, justement. C'est parce qu'il y a un problème. Tout comme s'il y a un ministère de l'immigration, parce qu'on pense que l'immigration, il y a un problème. Vous voyez? Donc, le jour où on n'aura pas nécessairement à parler de diversité, mais simplement à l'être, à le vivre, là, ça sera extraordinaire. Ouais. Donc, mais entre-temps, effectivement, on ne peut pas faire fi du mot, mais il faut savoir que le mot est piégé. Oui. Vous voyez? Et c'est ça que j'ai essayé d'amener comme nuance. Et c'est intéressant parce que c'est un chapitre que les gens me posent souvent des questions. Oui, moi, ça m'a bien fait rire, en tout cas. Oui. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est une contradiction. C'est une contradiction. Et je me dis, mais je suis dans ma propre contradiction. Vous voyez? Donc, et c'est ça qu'on essaye toujours de montrer dans le livre, c'est que ne nous prenez pas pour des espèces de surhumains. On a nos propres paradoxes et nos propres contradictions. On les met sur la table, voilà, à table. Et puis, on veut que vous entrez avec nous dans ce questionnement-là parce qu'on s'interroge. Donc, on ne veut pas s'interroger tout seul. Interrogeons-nous ensemble. Peut-être qu'on va être plus intelligents. Oui, mais c'est une façon aussi d'amener le dialogue, je pense. Absolument, absolument. Bon, écoutez, on doit bientôt se laisser, mais avant, j'aimerais que vous me disiez, chacun d'entre vous, est-ce que vous avez des projets d'écriture? Toujours. Est-ce qu'on peut en savoir un peu? Ah, mais moi, je dois à ce monsieur-là, qui est aussi mon éditeur, un roman. Tu dois? Je le dois, non, je le dois à moi-même d'abord. Donc, je travaille sur mon 4e roman. Et puis,
Est-ce Voilà. qu'on peut avoir un petit scoop? Oui, c'est un roman qui, en fait, qui se porte d'anticipation. Donc, j'imagine l'avenir et j'imagine une utopie. Donc, en pleine dystopie covidienne, j'imagine une utopie. Voilà, c'est ça qui permet la littérature. Tu veux nous faire rêver. Exactement, c'est mon métier. Et puis, on pourrait lire ça quand, tu crois? Ah, ça, je ne sais pas. Il sera prêt quand il sera prêt, mais peut-être dans un an. Donc, voilà. Et toi, Rodney? Moi, j'écris justement la suite de Bertha. Pour vrai? J'écris parce qu'il y a beaucoup de choses quand on écrit un livre, qui restent en suspens quand je relis. Et puis, je me dis, ah là, j'aurais dû continuer, j'aurais dû laisser parler l'enfant. Ton éditrice t'a pas assez poussé, hein? Non, non, mon éditrice a beaucoup travaillé. Sauf que quand vous relisez, vous dites, parce que dans un livre, il y a toujours plusieurs livres. Et donc, j'ai pris une direction avec mon éditrice. Et je pense qu'à l'intérieur du livre, j'ai dit, OK, est-ce que je peux prendre la voix de l'enfant, de Pépi, et cette voix-là qui parle du pays pourri, et que pour montrer, parce qu'on a beaucoup parlé du pays pourri, parce qu'on a travaillé dans la perspective de l'exil, et si on retournait dans la perspective à l'intérieur d'Haïti, pour montrer ce pays qui se défait comme pays, mais par Du le point de vue regard d'un enfant. Du point de vue d'un enfant. Et c'est ça, je vois, avec de très courts chapitres, pour montrer un petit peu, pas la joie, montrer un petit peu les deux faces du pays. Une face solaire, belle, et que Haïti chérie, etc. Et montrer comment les choses vont chavirer. Et dans le regard de cet enfant-là. À suivre. Merci Rodney, merci Yara, merci d'être venue ici à notre bibliothèque pour notre club de lecture de Repentigny. À la prochaine, j'espère. Merci, Merci Daniel. Merci.